Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles et bienvenue à l'échiquier international. Le monde est-il en train de prendre un virage dangereux ? Avant, lorsqu'on évoquait les guerres en l'absence d'images qui relatent les faits et les rapportent en temps réel, on pouvait comprendre la lenteur dans les réactions, mais de nos jours, l'information dépasse la vitesse du son. Cela est beaucoup moins acceptable. Pourtant, le génocide à Gaza incarne on ne peut mieux cette situation de latence de la communauté internationale et la nôtre aussi, à regarder un génocide en direct sans pouvoir y faire grand-chose pour le stopper. Ainsi a voulu l'antitétionniste et ainsi il en sera. Ce soir, nous accueillons Jacques Cheminade, homme politique et essayiste franco-argentin, fondateur du Parti Solidarité et Progrès. Vous êtes également, monsieur Jacques Cheminade, auteur de plusieurs ouvrages, Regard sur la France républicaine, mais vous défendez surtout et également le plan Oasis, un plan dont vous allez nous en parler ce soir et nous dire de quoi il s'agit. Jacques Cheminade, bonsoir. Bonsoir et merci. Merci à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jacques Cheminade, pour entrer dans le vif du sujet, certainement vous n'êtes pas sans savoir, ce matin, il y a eu quand même un incident assez important. Vous avez certainement dû en entendre parler. Cette flottille de la liberté qui transportait des humanitaires attaqués au large des côtes maltaises par 2 drones sionistes qui rappelle affreusement, il faut le dire, les attaques d'une flottille turque ayant subi le même sort pour briser le blocus sur Gaza. Il fut un temps. Donc, une énième transgression, mais qui s'en soucie aujourd'hui, à partir du moment où tous les coups sont permis à Israël. C'est une abomination de plus dans une entreprise de déshumanisation devenue génocidaire. C'est un génocide, bien sûr, nous le savons tous. Il y a environ 1 heure, j'étais par Zoom sur une réunion de notre coalition internationale pour la paix. Et dans cette réunion de la coalition internationale pour la paix, Jonathan Koutab intervenait pour Non-Violence International, pour l'organisation de non-violence internationale. Et il nous parlait justement de ce qui est arrivé à cette flottille. Et c'est une abomination parce que c'est dans les eaux internationales, c'est des drones israéliens qui ont porté très loin d'Israël, puisque c'est sur le large de Malte, et ça vise des gens qui n'ont pas voulu être protégés, même par la Turquie qui proposait un destroyer, je crois, pour les escorter. Ils ont voulu manifester la non-violence. Et là, ils trouvent de la part du gouvernement israélien, parce qu'il est bien en cause, une frappe contre un navire tout à fait désarmé avec des pacifistes. Donc c'est particulièrement abominable et c'est un signe de plus de la vision de Netanyahou, qui est une sorte de criminel qui utilise les causes religieuses et qui est devenu quelqu'un prêt à tout, et de ces fous, de ces messianistes voyous qui l'entourent. Donc cela forme à la tête d'Israël d'une équipe fasciste, nazie, avec des méthodes nazies. Cependant, je dois dire, ce qui me donne un espoir, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, des juifs qui étaient, et des non-juifs d'ailleurs, qui sont l'association du musée de l'Holocauste, donc l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale, maintenant ils prennent une initiative pour stopper le génocide à Gaza. Donc à Tel Aviv, vous avez vu cette manifestation de 10 000 personnes où des Israéliens portaient le portrait d'enfants tués à Gaza. Et l'entreprise génocidaire, on pourrait la considérer dans toutes ces manifestations, y compris la déshumanisation culturelle. Oui, tout à fait. Donc, Jacques Cheminade. Ce qui s'est passé également hier en France avec les manifestations contre le muselage et la répression et bien d'autres événements laissent penser justement et sérieusement que le monde est en train de se sioniser, qui est en train de pencher donc et de devenir de plus en plus sioniste. Tout ce qui disconvient à l'entité sioniste est à bannir, voire même à rayer de la carte. Comment peut-on appeler cela et est-ce que c'est un aveuglement volontaire? Parce que de toute façon, aujourd'hui, de
plus en plus, il devient très difficile de crier ou d'être en faveur de la Palestine, ou du moins contre le génocide qui se déroule à Gaza. Là, ce qui est atroce, c'est de voir si peu de réactions contre quelque chose qui est une expression de barbarie. Ce n'est même pas de la barbarie humaine, c'est la barbarie d'un comportement bestial qui est là-bas. Et d'autant plus grave que c'est dans une société militarisée qu'est devenue la société israélienne. Donc, avec cette contradiction que ces gens ont pu manifester à Tel Aviv, bien sûr, il y a eu une répression policière, mais ils ont pu quand même manifester. Donc, on est dans une situation complètement qui dépasse l'entendement quelque part par le manque de réaction humaine, je dirais, de la communauté internationale, mais dans chacun des pays. Il faudrait voir dans les rues, dans nos pays, des centaines de milliers de manifestants contre la guerre. Nous-mêmes, nous avons participé au 1er mai à Paris avec un tract sur la guerre, disant que la justice et la paix, c'était deux choses qui sont consubstantielles, qui sont une seule et même chose, et qu'il faut se battre pour cela maintenant plus que jamais, parce que le monde entier réarme, et on est dans une logique, en particulier en Europe, de réarmement militaire voulu. Oui, Jacques Cheminade, alors on va dire les choses telles qu'elles sont. Depuis le début, c'est-à-dire de l'agression et de la guerre contre Gaza, ce qu'on a appelé donc la première partie, parce qu'ensuite on est revenu, ou l'entité sioniste est revenue à la charge en mars dernier, en violation donc du cessez-le-feu, même temporaire. Aujourd'hui, on assiste quand même à une sorte de muselage, on en a parlé tout à l'heure, à une répression contre ceux qui dénoncent ce génocide à Gaza. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que ce génocide à Gaza, en dépit donc des catastrophes et de nombre de morts qu'il a fait également tomber les masques et les mythes d'un Occident modèle de la démocratie et de la liberté d'expression? Voyez l'essor par exemple qui a été réservé à François Burga dernièrement, juste parce qu'il a osé dénoncer les dépassements. Est-ce que c'est un constat juste aujourd'hui ou est-ce que c'est exagéré? Ah, il y a deux choses. Oui, les masques sont tombés des pays occidentaux. Et leur hypocrisie a été révélée. La France, pays des droits de l'homme, pays des libertés, a montré une face qu'elle avait déjà montrée d'ailleurs lors de la conquête de l'Algérie et pendant la guerre d'Algérie dans les années 1950-1960. Donc ce visage se révèle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est révélé. Et surtout, je crois que ce qui est très important, c'est qu'on assiste à un basculement dans le monde. Et c'est cela qui me rend relativement optimiste malgré les craintes que j'ai pour la situation. C'est-à-dire le monde de l'oligarchie financière et géopolitique est en train de se décomposer. Et ce qui apparaît, c'est cette volonté des pays qu'on appelle du Sud global. Moi, j'appelle ça la majorité mondiale, comme le font certains. Ces pays qui veulent un nouvel ordre de développement, de justice et de sécurité mutuelle. Oui, c'est-à-dire un Sud global contre un impérialisme, je dirais, désuet. Je ne dirais pas que c'est un impérialisme désuet, parce qu'il prend des formes modernes de déshumanisation, de guerre cognitive, par exemple. On utilise des stratégies qui sont des stratégies utilisées auparavant pour promouvoir des produits commerciaux, ou la guerre, qui sont utilisées pour manipuler les populations. On est victime dans les pays occidentaux d'un narratif fabriqué à partir des partisans de la City de Londres et de Wall Street. On subit ça tous les jours. Vous ne pouvez pas imaginer cette entreprise que l'on subit en France. Et lorsque J.D. Vance, le vice-président américain, a déclaré qu'il y avait des problèmes de liberté d'expression en Europe, je dois avouer qu'il a raison sur ce point-là, au moins. Donc on assiste à une destruction de la capacité de connaître et de comprendre, donc à une dépolitisation. Et nous voulons ramener ce lien entre la nécessité de ramener une politique du peuple par le peuple et pour le peuple en France, et en même temps d'une politique internationale, d'une nouvelle architecture de paix, de sécurité et de développement mutuel. Jacques Cheminade, vous avez, plutôt parlé et vous avez évoqué dernièrement, vous avez un plan ou un projet appelé le plan de Oasis pour le Sud-Ouest, l'Asie du Sud-Ouest. Alors, on voudrait un petit peu avec vous aujourd'hui parler de ce plan Oasis justement, où une grande partie est destinée à la Palestine, où quand même dans ce plan qu'on a donc l'occasion de le lire et de l'examiner, paraît très idyllique pour certains.
peut-être laisserait penser qu'il est un peu idyllique, qu'il est un peu dans l'idéalisme, vu qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la solution elle-même, c'est très, j'allais dire, impossible aujourd'hui d'attendre une solution de celui qui a créé le problème, je veux dire, l'antitétionniste. Alors, je pense qu'aujourd'hui, Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire plus? il faut un peu d'idéal révolutionnaire dans le monde et qu'on en manque. Hmm. C'est ce qu'on manque. Alors, je dirais, ce plan Oasis, c'est un plan de paix qui est basé sur un horizon. C'est l'eau, l'énergie en commun. C'est ça qui est absolument essentiel dans toute l'Asie du Sud-Ouest. Je n'aime pas appeler ça le Moyen-Orient ou le Oui, Proche-Orient, c'est un terme britannique et impérial. Donc, dans cette partie du monde, c'est indispensable, à plusieurs conditions. Les conditions, c'est qu'on reconnaisse qu'il y a des gens qui sont là, qui doivent y participer, donc reconnaître immédiatement un État palestinien, libérer Marwan Barghouti, qui est susceptible de représenter tous les courants palestiniens, oui, et avoir un véritable ordre politique où on reconnaisse l'autre. On ne cherche pas toujours un ennemi pour se justifier. Ça, c'était les nazis qui le pensaient. C'est Carl Schmitt, l'idéologue nazi, et qui a parlé aussi la même chose au Proche et Moyen-Orient, donc dans l'Asie du Sud-Ouest. Donc voilà, il faut avoir un ordre gagnant-gagnant comme le définissent au moins les dirigeants chinois aujourd'hui. oui. Ben justement, parmi les points que vous évoquiez, c'est l'eau, l'énergie, bien sûr l'alimentation. Vous parlez quand même d'un plan de partage. Et c'est justement la raison pour laquelle, qui est à l'origine même de cette guerre contre Gaza aujourd'hui, c'est le refus d'une antité-sioniste d'aller vers ce partage. Sinon, le problème n'existerait pas à la base. Même Hamas avait conçu, on ne le dit pas, une Mm. révision de sa charte pour arriver à un plan de paix. Sinoir l'avait fait. Ça, on Oui, l'a nié et on le masque. oui, Donc, ce plan de paix trouve dans les dirigeants palestiniens des partisans. Et il faut voir comment on peut les amener à être et les reconnaître comme représentants d'un État immédiatement. Macron laisse entendre qu'il le reconnaîtra, et puis il dit oui, puis il dit non, à la réunion de New York à l'ONU qui se tiendra sous l'égide des Saoudiens et de la France. Je crois que très vite, si quelque chose pouvait arriver et qu'on reconnaisse à ce moment-là l'État palestinien, ça serait positif, quelles que soient les raisons de ceux qui y concèdent ou qui le fassent. Donc, il est très important d'avancer de toute façon. Et oui. avoir un horizon, c'est ce qui permet d'avancer sans être idyllique, sans être bisounours et sans être angélique. Hein. Mm. Il s'agit de voir les choses comme elles sont. Alors, ça veut dire, évidemment, d'abord, un partage de l'eau. Ça veut dire que les Israéliens qui ont trop d'eau actuellement concèdent tout de suite qu'il faut la partager et la donner à la Jordanie, à la Cisjordanie, devenue État palestinien et dont on doit chasser les colons. Et ce qui est très important dans tout ça, c'est de bien voir chaque fois qu'il y a eu des plans de paix, ce qui l'ont saboté, c'est principalement les pays occidentaux avec leurs agents en Israël. Je pense à 1956, où il y avait eu auparavant, de la part du gouvernement américain, de l'administration Eisenhower, des plans d'atomes et l'eau pour la paix. Et la France, Israël et le Royaume-Uni sont intervenus, ont fait la guerre 56 contre ce plan de paix. Parce que le plan, la vision anglo-américaine, maintenant devenue anglo-américaine, c'est une guerre permanente. C'est diviser pour régner. Vous savez, Michel Poniatowski, qui avait été un ministre de Valéry Giscard d'Estaing, l'avait un jour très bien avoué. Il avait dit en enfant, moi je prenais des fourmis rouges et des fourmis noires, je les jetais les unes contre les autres et je voyais ce qui se passait. Eh bien, c'est l'impérialisme britannique. Et je crois que ce point de vue, si quelque chose doit se passer de nouveau entre ce que vous appelez l'entité sioniste, Israël et la Palestine, c'est que Israël doit purger sa naissance, ce qui est arrivé à sa naissance, qui a été d'être une vision coloniale, d'occupation coloniale. Alors ce n'est pas les Juifs, à mon avis, en tant que tels, qui ont été la cause, c'est les différents pays européens qui ont voulu se débarrasser d'eux et les envoyer là. Vous savez, c'est depuis 1840 qu'on pense dans les chancelleries occidentales, même à l'époque, 1840, hein, j'ai bien avant Sykes-Picot, 1840, ou du côté britannique en particulier, on voit avec effroi
euh, Mehmet Ali et son fils développer la conception d'un Moyen-Orient industriel, développé, modernisé, avec un islam qui revient à la tradition de la maison de la sagesse du califat abbasside. Ça, c'est pour les Britanniques, ça ne doit pas avoir lieu. Donc, on va dire comment diviser pour régner. Oui. On jette les chiites contre les sunnites, on met des juifs dans la région et on crée un conflit. Et c'est là la cause de tout, c'est de créer ce type de conflit dont il faut absolument sortir par une politique de paix, par le développement mutuel. Alors, si on a voulu créer ce conflit, c'est que quelque part, on n'a pas envie de voir cette région vivre dans la paix, de manière paisible. Comment pensez-vous, Monsieur Cheminade, que ce plan puisse être réalisable? Non pas qu'il soit, comme je le disais, ou qu'il paraît en tous les cas euphorique et utopique, mais parce que les conditions et la conjoncture telle qu'elle est posée aujourd'hui ne le permet pas. Alors que vous parlez par exemple des énergies, alors que toutes ces énergies dont vous avez parlé, et pour dire les ressources, l'eau, l'aliment et l'énergie, c'est-à-dire tout ce qui est pétrole et j'en passe. Ce sont trois ressources qui sont entre les mains d'une seule force, qui est donc l'entité sioniste, et qui l'utilise en plus de surcroît à mauvais escient. Comment faire convaincre une puissance qui détient tout ça et qui en fait une arme de guerre aujourd'hui en coupant l'électricité et l'eau et les aliments aux Palestiniens, aujourd'hui la convaincre qu'il faut qu'elle partage? Il faut d'abord dénoncer cette politique, bien entendu, ce que nous faisons tous, tous ceux qui croient que l'humanité est une cause. Maintenant, il y a autre chose. Il ne faut pas voir les choses dans les termes de la région. Sans Oui. ça, on est découragé. Il faut la voir au niveau du monde. Et les Chinois ont une conception de la chose très intéressante. Ce sont eux qui ont réussi à créer les conditions où l'Iran et l'Arabie saoudite puissent apaiser leurs relations. Et je pense à un exemple très intéressant, que la Chine peut jouer un rôle fondamental, avec, bien entendu, la Russie dans l'espoir qu'on arrive à une paix en Ukraine, mais aussi l'administration Trump, parce que vous avez une contradiction fondamentale dans l'administration Trump qu'on ne comprend pas dans le monde et sur laquelle on n'a pas travaillé, généralement, parce qu'on ne veut pas. L'administration Trump, Trump est un businessman, il veut la paix. Il veut la paix en Ukraine. Au Moyen-Orient, il est sous l'influence, dans l'Asie du Sud-Ouest, d'un lobby sioniste, ultra-sioniste intense, avec les gens qui ont financé sa campagne. S'il veut la paix en Ukraine, il faudra qu'il ait la paix en Asie du Sud-Ouest, au Proche et Moyen-Orient. Donc, comment faire? Et c'est là qu'il devient très intéressant d'attaquer ce qui, dans Trump, est le talon d'Achille, c'est-à-dire qui dépend complètement, il veut assurer la paix sur les sables mouvants de la finance folle. Et il faut attaquer cette finance folle. Or, précisément, dans la réunion qui vient d'avoir lieu des ministres des Affaires étrangères des BRICS au Brésil, avec un économiste que personnellement j'admire beaucoup, qui est Paulo Freire Batista, lui a dit il faut ce nouvel ordre économique et monétaire international. Et c'est seulement si on élève le débat à ce niveau qu'on peut parvenir à mettre assez de pression sur Israël et faire sauter d'une fois pour toutes Netanyahou. C'est ça le but. Et de l'intérieur, la relation n'est pas assez forte, il faut que de l'extérieur ce soit fait. Et je veux reprendre avec espoir la manière dont Bulganin et Eisenhower, à l'époque, ont arrêté l'opération criminelle franco-israélo-britannique en 1956. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut espérer que si la paix est enclenchée, eh bien, on arrivera à faire la même chose, à arrêter Netanyahou et à faire que le peuple qui est en Israël aujourd'hui trouve autre chose. Et à ce moment-là, on peut arriver à la paix, quelle que soit la forme. Pour moi, la vraie paix, c'est Edouard Saïd et Daniel Barenboim, dans leur idée, ils avaient fait un orchestre, qui est l'orchestre du divan, une véritable paix, qui soit une paix dans un État commun. Et on dit, ah oui, mais les Israéliens n'en voudront jamais parce que les Palestiniens feront plus d'enfants. Pas qu'on oublie ces choses-là et qu'on passe à quelque chose qui permette d'intégrer dans un développement. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il faut, pour en parler, qu'il y a un État palestinien et un État israélien. On ne peut pas faire autrement dans les circonstances actuelles. Oui. Mais après, on verra. On ira dans c'est un impératif, au fait. Vous voyez les choses comme ça. C'est un impératif. Ce n'est pas un luxe. Quoi? Qu'il y ait deux États, qu'il y ait donc une solution à deux États. C'est impératif parce que je n'en vois pas d'autres. Je préférerais un État unifié. Non, je n'en vois pas d'autres maintenant. Alors, c'est même difficile de le concevoir, même deux États, qu'on reconnaisse l'État palestinien. Je crois que si Macron le fait, et je suis très opposé dans beaucoup d'éléments de la politique intérieure d'Emmanuel Macron et de sa politique étrangère en ce qui concerne l'Ukraine, mais s'il fait quelque chose dans cette réunion
à New York et qui reconnaît l'État palestinien, ce dont je doute, mais s'il le fait, ça permet de débloquer quelque chose. Oui. C'est comme Rabin. Rabin n'était pas un ange, on le sait. Mais quand même, l'accord d'Oslo était intéressant, c'est pour ça que Barghouti l'avait soutenu, par son annexe 3. Et l'annexe 3 disait un conseil scientifique de développement mutuel, on reconnaît l'État palestinien, il ne le disait pas, mais c'était implicite. Et on développe l'eau, l'énergie et l'alimentation, comme vous l'avez dit. Donc, mais ça n'a pas été fait, ça a été trahi, et notamment après l'assassinat de Rabin. Alors, Rabin n'était pas un ange, mais il avait ouvert une autre voie. Et je crois que c'est important, c'est d'ouvrir cette autre voie. Après, ça sera à nous, politiquement, d'imposer que cette voie aille là où il faut. Voilà. Jacques Cheminade, au fait, dans l'absolu, je dirais que le projet en lui-même est porteur de solutions qui pourraient se faire sur le terrain. Le problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi les choses sont différentes. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, où tout le monde veut aller vers la paix et que des efforts sont déployés pour le faire. Au Moyen-Orient, c'est un peu plus nuancé, vu que les acteurs sont nombreux et les intérêts sont encore plus nombreux. Alors, je n'ai pas envie d'être trouble-fête, mais par pragmatisme politique peut-être aussi. Pourquoi ces gens-là seraient-ils contraints de créer un environnement paisible pour cette population de toute la région? Et dans ces cas-là, qui confortera le marché des armes? Alors, il y a deux choses. Il y a le pétrole, bien entendu, mais il y a au-delà de ça, la vision géopolitique du monde. La géopolitique, c'est penser qu'on doit nécessairement gagner contre l'autre et pas avoir une logique de coopération et de développement mutuel. Moi, je pense que la Chine a cette idée-là, de coopération et de développement mutuel. Et même Vladimir Poutine a parlé dans un discours d'un nouvel ordre mondial qui n'a pas dit unipolaire ou multipolaire. Il a dit beaucoup mieux. Il a dit polyphonique. Donc, il faut prendre au mot, il faut les prendre au mot et penser qu'on doit pas aller dans cette direction. Alors, Trump ouvre quelque chose dans ce sens, mais il repose sur les sables mouvants de la spéculation financière et du pire qu'on peut concevoir dans son entourage financier. Il a des gens qui veulent faire un empire des crypto-monnaies aux États-Unis, qui veulent continuer, ce qui est la base de la guerre, parce que c'est cette oligarchie financière et géopolitique qui utilise la guerre comme arme pour vaincre et dominer l'autre. Donc c'est de là qu'il faut sortir, ce qui suppose une bataille internationale pour ce nouvel ordre, cette nouvelle architecture, nous dirions, je n'aime pas le mot ordre, nouvelle architecture de développement mutuel et de sécurité, qui était ce que pour l'Europe demandait Poutine en 2021, et Biden et les Européens l'ont rejeté. C'est pour ça que, dans ces circonstances, provoquer, Poutine a dû, alors utilisons les mots, envahir l'Ukraine, mais il a dû le faire parce qu'il a été provoqué. Personne ne veut l'admettre en Occident qu'il a été provoqué. Donc voilà, déjà vous avez bien voulu nous dire ce qui a été tué, qui était un sujet tabou, à savoir que Poutine a été réellement amené à le faire en Ukraine, c'est-à-dire à faire ce pas vers l'Ukraine et non pas qu'il a agi de lui-même. Vous avez quand même, juste pour conclure, parce qu'il ne nous reste plus de temps, vous avez parlé de la condition de deux États, la solution à deux États, mais vous avez surtout évoqué comme impératif la libération de Marwan el-Barghouti, vous avez tout à l'heure. Alors j'aime bien cette idée, même si elle paraît très lointaine, à partir du moment où vous pensez que Marwan el-Barghouti, par sa libération, c'est l'homme du consensus et c'est l'homme qui peut-être pourrait concerner la prochaine étape, celle dont vous parlez. C'est plus que l'homme du consensus. C'est l'homme qui a une certaine idée de son pays. C'est pas Mahmoud Abbas. C'est bien mieux et bien plus. C'est un rassembleur. Je voudrais dire une chose sur ça, ce qui me donne d'espoir. Brièvement, monsieur Cheminade. Allez-y. Oui, je dis brièvement parce qu'il ne nous reste plus de temps. Alors, je voulais dire Anaoura fi el Jazair, ce que disait Myriam Makeba dans cette nuit que j'ai entendue du 20 au 21 juillet 1969 et qui me donne espoir. C'était le moment où il y avait la réunion panafricaine à Alger. Il y avait la joie dans la rue et en même temps, il y avait les Américains qui arrivaient sur la Lune. J'étais dans un amphithéâtre d'Alger à ce moment-là, en dormant, assis sur les bancs qui me faisaient un peu mal au dos. Mais j'étais plein d'enthousiasme, j'étais à Alger. Et je pense que ce point de vue-là, ce type de pensée-là peut se retrouver dans le monde à condition qu'on soit révolutionnaire en tout, pas seulement en parole, mais en acte. Et aujourd'hui, il faut le faire absolument à l'échelle du monde.
Merci beaucoup, Jacques Cheminade, homme politique et essayiste franco-argentin. Vous êtes également fondateur du parti Solidarité et Progrès. Vous êtes écrivain de plusieurs ouvrages et vous avez été à 3 reprises, donc vous êtes présenté aux élections françaises. Merci de nous avoir présenté ce plan Oasis qu'il est intéressant aujourd'hui d'examiner. Bien sûr, le temps qui nous a imparti tire à sa fin. J'espère en tous les cas qu'on aura donc à vous retrouver plus longuement sur plusieurs questions concernant le Moyen-Orient ou ce que vous n'aimez pas l'appeler comme ça, mais le Grand Asie du Sud-Ouest. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera donc pour d'autres numéros de l'Échiquier international la semaine prochaine.